Imaginez un village au Sahel où les enfants jouent dans un champ qui, il y a 10 ans, était verdoyant. Aujourd'hui, ce même champ est un désert. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est la réalité quotidienne pour des millions d'Africains. Le changement climatique n'est pas une menace future pour l'Afrique, il est déjà là. Il est visible, il est tangible et il redéfinit chaque aspect de la vie sur le continent. Alors comment l'Afrique, malgré sa faible contribution aux émissions mondiales, peut-elle faire face à des conséquences aussi disproportionnées? Ah yeah! Talcamin. Hello Aïcha, Hello Tché, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, là, on vient parler encore d'un sujet. Hmm. Donc, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons explorer l'impact du changement climatique en Afrique à travers différents prismes historiques, culturels, philosophiques et même artistiques, avant de clore par une réflexion sur l'avenir du continent. En parcourant ces sujets, nous découvrirons comment l'Afrique réagit et s'adapte aux bouleversements que le changement climatique pose. Donc, asseyez-vous et puis on commence. Aïcha, Oui. encore un sujet un peu épineux parce Oui. que on s'est rendu compte que vraiment énormément de personnes ne prenaient pas forcément ce sujet au sérieux, tu vois. Et même nous-mêmes, en fait, en voulant faire cet épisode, on s'est vraiment rendu compte qu'il n'y avait pas énormément il n'y avait pas vraiment de prise de conscience, en fait, véritablement, par rapport à ce sujet-là. Et c'est pour ça, en fait, on a voulu traiter de ça. Parce que, bien que le continent africain ne contribue qu'à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il subit des impacts disproportionnés. Et l'Afrique, en fait, est l'une des régions les plus vulnérables au monde en raison de sa forte dépendance aux ressources naturelles et à son infrastructure limitée pour gérer les catastrophes climatiques. Donc, déjà dans un premier temps, j'aimerais vraiment qu'on discute de comment se manifestent justement ces changements climatiques là en Afrique. Oui, non, ça se manifeste, je pense, sous plusieurs formes. Et c'est bien que tu le dises qu'il n'y a pas une prise de conscience au niveau où ça devait l'être aujourd'hui. Parce que c'est Ouais. des choses où, je pense, toi comme moi, on a vécu, mais on dit toujours, ouais, c'est l'Afrique. Ah, il fait trop chaud. Ah, le vent aussi, tempête de sable sur toi. Ah, le ciel, ça fait un mois, on le voit, il est pas bleu, il est gris. Mais tout le monde est OK, tout le monde fait sa vie juste parce qu'il fait chaud. Donc, c'est plein de petites manifestations comme ça qu'on voit tous les jours, mais on prend pas conscience que c'est à cause du réchauffement climatique. Donc, surtout en Afrique, le problème, c'est ce que Thierry a dit. Nous ne participons pas au même niveau que nous subissons ces problèmes. Les températures déjà augmentent 1,5 fois plus rapidement que la moyenne mondiale en Afrique. Donc, les vagues de chaleur sont de plus en plus longues et intenses. Donc, pour certains pays, c'est presque invivable. Je vous laisse vous imaginer être au Sahel avec déjà des températures qui sont extrêmes, de rajouter encore de la chaleur à ça. Donc, ça veut dire que l'agriculture dans ces zones, c'est presque mort en fait. Et cette agriculture-là, c'est essentiel pour des millions et des millions et des millions de personnes en Afrique. Et je sais pas, Chi, si toi, t'as vu autour de toi ou t'as été proche de personnes qui vivent toujours la sécheresse prolongée et la désertification qui se passe en ce moment en Afrique. Oui, effectivement, énormément de personnes qui travaillent dans les milieux agricoles et tout, qui ont des plantations, ils le disent. C'est pas ce que c'était à l'époque. Ils font face à de grandes périodes en fait de sécheresse. Par exemple, l'ONU le dit en fait qu'il y a 40% de la population africaine qui est exposée à de la sécheresse prolongée, affectant même l'agriculture et l'accès à l'eau. Juste l'accès à l'eau. Des fois, en fait, des fois on en rigole en disant ah vraiment il n'y a pas d'eau depuis 2-3 jours et
très souvent, on indexe directement la compagnie de distribution d'eau du pays dans lequel on est. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas qu'ils veulent couper l'eau. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils gèrent, en fait. Et cette ramification, en fait, en eau, pas si c'est français, mais let's go, fait que ils doivent gérer, en fait, le problème. Il y a énormément de soucis comme ça, tu vois, là, tu vas parler même du Sahel, tu vois. Il y a une progression rapide, en fait, des terres non cultivables, menaçant il y vraiment en a la plus de sécurité 100 000. alimentaire. Il y a Tu plus vois? de 100 000 hectares au Niger par an. C'est même pas genre par 10 ans, c'est par an. Non, par an. Et on s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est juste périodique, qu'on a l'impression que ça va revenir. Non, vraiment là, de plus en plus, on se rapproche de quelque chose de grave. Les inondations aussi. Ça. Comme par exemple Mozambique ou même au Soudan du Sud, qui connaissent vraiment des inondations vraiment très, très récurrentes. Par exemple, en 2019, il y a eu un cyclone, le cyclone Idai, qui a fait déplacer plus de 2 millions de personnes dans le sud-est de l'Afrique. Tu vois? Donc là, on parle de 2 millions de personnes. Et là, tu vois, c'est un fait ponctuel. Mais imagine 2 millions de personnes qui doivent quitter la Côte d'Ivoire, par exemple, pour aller au Burkina ou au Mali ou vice versa. En fait, on va pas s'en sortir. C'est ça, hein. Non, et franchement, et très souvent aussi, comme on a tendance à entendre parler de ce genre de manifestations du changement climatique à l'extérieur, oui, il y a eu un cyclone, par exemple, dernièrement à Mayotte et tout, on a l'impression que c'est loin de nous. Véritablement, on a l'impression que ces phénomènes, en fait, de désastres naturels, là, c'est aux États-Unis, c'est vraiment en France, mais pas en Afrique. Sauf que si. Donc, tu vois, très souvent, on nous parle de ça, Aïcha, mais c'est mis un peu dans les faits divers. Tu vois, c'est pas vraiment le sujet et on n'explique pas vraiment que c'est lié au réchauffement climatique, en fait. Tu vois? C'est ça. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, même, tant mieux que tu t'aies parlé de la Mayotte parce que les pays qui sont des zones côtières, sur les zones côtières africaines, comme par exemple Lagos ou même Dakar, hein, ou Mombasa et tout, avec la montée du niveau de la mer là, je vous laisse imaginer comment c'est effrayant parce que souvent ces zones, c'est les régions les plus densément peuplées dans ces pays. Demain, Dakar disparaît, bah, le Sénégal, il fonctionne plus tout court parce que tout est centralisé. Lagos disparaît, peut-être que le pays va fonctionner, voilà, un peu mieux que le Sénégal, peut-être, mais quand même, on parle de millions et des millions de personnes qui vont devenir des réfugiés climatiques. Et ça ne menace pas seulement les habitants, mais aussi les infrastructures. Déjà, on a tellement de problèmes d'infrastructures, des choses à revoir, des choses à refaire ou des choses à faire tout court. On rajoute maintenant encore ces montées du niveau de la mer et l'érosion côtière qui vraiment menace beaucoup d'habitations dans ces pays. Et là, tu as parlé de réfugiés climatiques, mais la Banque mondiale a dit que l'Afrique compte déjà 10 millions de migrants climatiques et un chiffre vraiment qui d'ici 2050, c'est pas loin. D'ici 2050, ça peut atteindre 100 millions de réfugiés climatiques, de migrants climatiques, selon la Banque mondiale. Donc vraiment, les impacts en fait sur les populations, c'est grave, même au niveau de la santé. T'as commencé vraiment en parlant de chaleur en fait accrue. De chaleur accrue qui favorise justement la propagation de maladies comme le paludisme, la dengue. Vraiment, même dans les zones même où elles étaient absentes, où ces maladies étaient absentes auparavant. Tu vois? Donc, on voit par exemple, il y a eu vraiment de très fortes saisons de chaleur au Mali dernièrement, où des vieilles personnes mouraient. Même des jeunes et tout dans leur sommeil. Ils ont atteint des niveaux de chaleur, mais laisse tomber. Et il n'y a pas d'électricité. Donc tu peux pas te réchauffer, c'est compliqué, l'air est lourd. Donc franchement, je pense que les populations, nous-mêmes en fait, on vit au quotidien déjà, hein, on n'en est même pas aux prévisions en fait des institutions internationales, mais on vit déjà au quotidien ce que c'est en fait, tu vois. Même au niveau de la sécurité alimentaire. On dit là même que bientôt, peut-être que 282 millions d'Africains souffrent de sous-alimentation. Et ça peut être vraiment amplifié
avec les perturbations climatiques. C'est ça. Tu Et vois? depuis, tu sais, on parle principalement des êtres humains, mais on ne parle même pas de l'impact sur la biodiversité. Oh là là. Et là, Vraiment. on sait comment les écosystèmes en Afrique sont uniques, mais aussi fragiles. La savane et les forêts tropicales d'Afrique centrale, on a vu qu'il y a des perturbations majeures vraiment qui passent par là et qui dévastent tout. Si on prend par exemple l'exemple de Garamba en RDC, le parc national des éléphants, bah on voit que leur habitat se réduit de plus en plus. Donc Mm. tout ça, ça va sur pareil. L'océan Indien, les coraux sont en train de blanchir. Et ça, c'est crucial pour la pêche locale. Mais non seulement, donc, on leur enlève tout ce qui leur permet de manger. Donc, il n'y a plus de poissons. C'est tellement chaud et sèche que, bah, on peut plus faire d'agriculture comme on comptait le faire. Ou en tout cas, les rendements sont de plus en plus petits. Comment on va faire? Tout le monde est affecté. C'est pas que les êtres humains. Mais pour nous, ça va être de pire en pire. Et comme tu l'as dit, les conséquences socio-économiques du changement climatique en Afrique sont juste vraiment catastrophiques. On parle pas aussi des conflits qui commencent à se créer liés à ces ressources, à ces manques, je dirais plutôt, de ressources. Ouais. Parce que avant, ok, d'accord, il y avait des ressources pour tout le monde, mais maintenant, il faut faire de la compétition parce que les ressources sont limitées. Tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, l'eau, les terres agricoles. Donc, entre agriculteurs et éleveurs, c'est compliqué parce que tout le monde veut la même chose, mais cette chose qu'on veut, bah, elle est limitée. Je parle par exemple au Tchad, il y a eu pas mal de disputes qui sont liées à l'eau. Donc c'est le Sénégal, pareil, si on regarde entre le Sénégal et la Mauritanie, il y a eu beaucoup de Sénégalais qui ont été tués parce que on se bat pourquoi? Pour la pêche, pour avoir accès et on a peur que l'autre nous vole le peu de ressources qu'on a. Donc je pense que c'est très dramatique ce qui se passe et le secteur agricole vraiment est vachement touché. Et ça, je pense qu'il est important qu'on commence à adapter des initiatives qui vont régler ce problème parce que le secteur agricole, pardon, emploie plus de 60% de la population africaine. Donc, ça veut dire que c'est l'emploi principal de des millions et des millions de personnes qui va potentiellement disparaître à cause, encore une fois, des faibles rendements, l'imprévisibilité des saisons. Donc, c'est très compliqué. Je sais pas si t'as vu des initiatives ou des techniques d'adaptation que l'Afrique a adoptées qui va dans le sens du que l'Afrique a adopté, pardon, qui aiderait à adresser ces questions de changement climatique. Oui, il y a quelques initiatives hein, qui ont été mises en place, mais on ne cessera jamais de le dire. Hein. On a l'impression d'être vraiment 10, 20 ans en arrière, tu vois. On ne doit pas être à ce stade, en fait, d'initiative en 2025, tu vois. On doit être vraiment plus loin parce que le danger est vraiment proche. Ne même pas dire le danger, il est là, tu vois. Mais il y a des initiatives qui sont super bien. Par exemple, la Grande Muraille Verte, qui est un projet visant à reboiser 8000 kilomètres de terres arides à travers 11 pays africains de l'ouest à l'est du continent, tu vois. Il y a également les énergies renouvelables, comme par exemple dans des pays comme le Kenya, le Maroc, ils investissent énormément massivement dans l'énergie solaire et éolienne. Le Maroc aujourd'hui est le leader africain avec la centrale solaire de Nouarzazate. Donc, il y a des programmes. Il y a même un programme aussi qui soutient les communautés vulnérables du Sahel en leur fournissant des outils pour s'adapter à la sécheresse, aux inondations. Mais encore une fois, ce n'est pas assez. Après, là vraiment, là, je parle de projets envergure, voilà. C'est assez grand. Tu vois, ça prend un peu toute l'Afrique, comme on a vu là, le projet Muraille Verte qui prend l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est. Mais tu as aussi des initiatives locales, tu vois, comme par exemple des coopératives agricoles qui utilisent des technologies simples, comme le système d'irrigation goutte par goutte, pour maximiser le rendement tout en préservant aussi leurs ressources en eau. Tu as aussi des startups africaines
qui commencent à se développer des applications mobiles pour aider les agriculteurs à prévoir les conditions météorologiques, à optimiser leur culture et tout ça. Mais pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir qui a commencé à être fait à ce niveau-là. Je sais pas à ton niveau si tu en connais. Oui, non, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. On se demande aussi, est-ce que c'est assez? Et je pense que on a toutes les réponses que ça n'est pas, mais oui, c'est clair que l'Afrique commence à devenir un leader en ce qui concerne les initiatives et adaptations pour essayer de contrecarrer les effets du changement climatique. Moi, il y a un qui m'a marqué en plus des initiatives dont tu nous as fait part tout à l'heure, c'est la ferme éolienne de Turkana. Parce que toi comme moi, je pense qu'on entend beaucoup le fait que bah les systèmes éoliens ne sont pas très très développés en Afrique. Je ne sais pas pourquoi je sais pas, est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas les capacités d'eux, mais en tout cas, cette ferme produit déjà 15% de l'électricité du Kenya. Et je pense que, enfin, si d'autres nations s'y mettent à investir massivement dans des mini-réseaux éoliennes, je pense que ça pourrait réduire et les émissions, pardon, de carbone, mais aussi créer des emplois verts et ça pourrait contrebalancer les emplois qu'on perd déjà dans le milieu agricole. Mais est-ce que tu fais partie, de ceux qui pensent que la mobilisation internationale rôle à jouer dans ces changements qui affectent grandement l'Afrique? Oui, d'office, parce qu'on part du principe que nous, on n'émet que 3% du gaz à effet de serre par rapport à l'émission globale, en fait, mondiale. Donc, nous, que 3%. Donc, 97 autres pourcents, c'est entre eux là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, je pense que si on doit faire un partage équitable, en fait, des aides et des ressources pour pallier à cela, il faut quand même que on ait plus, en fait, on ait plus d'aide. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Parce que c'est vrai, on a quand même les accords comme l'accord de Paris. L'Afrique a reçu des engagements financiers pour l'adaptation climatique, mais ces promesses ne sont pas tenues. Tu vois, on a des engagements parce qu'ils prennent conscience qu'effectivement, c'est compliqué pour nous, alors qu'on émet moins, mais on n'a que des engagements. Oui, je vais le faire, mais ce n'est pas fait. Tu vois? Par exemple, il y a aussi eu le Fonds vert pour le climat, tu vois, qui a été conçu de base pour aider les pays en développement à financer leurs efforts d'adaptation et atténuer en fait les préjudices en fait du réchauffement climatique. Sauf que en 2021, on a reçu seulement que 20% des fonds nécessaires qui avaient été effectivement débloqués pour les projets africains. Tu vois? Donc, est-ce que là, peut-être qu'il y a eu une amélioration, mais on n'est pas au courant, mais moi, des recherches que j'ai pu faire et tout, je tombe sur ce genre d'informations là, par exemple, tu vois, qu'on a seulement 20% des fonds qui ont été débloqués. C'est ça, ce qui est 15 milliards. Et c'est pas assez, on nous dit qu'on a besoin de 50 milliards d'ici 2050. Mais tu vois, mais vraiment, tu vois, par exemple, là, on parlait tout à l'heure, en fait, c'est qu'on nous a promis les 100 milliards de dollars annuels qui ont été promis par les pays riches, on va dire les pays développés lors de la COP successive, sont loin d'être atteints. C'est-à-dire, à chaque fois, on part, déjà, on est sous-représenté, mais on part, on nous promet des choses qu'on n'a pas. Tu vois, il y a aussi, en fait, comme j'ai commencé par ça, que tu m'as posé la question, mais je reviens dessus pour que vraiment on puisse saisir la problématique qui est réelle, c'est que les pays africains demandent vraiment une justice climatique. Parce que le problème, c'est que nous, on paye le prix élevé pour un problème qu'on n'a pas créé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nous en fait, on n'a pas créé ce problème-là. Et même malgré qu'on consomme aussi, on n'émet que 3%. Mais c'est nous qui payons le prix fort, en fait, de cette histoire. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, il y a cette inégalité de responsabilité là pour moi, qui fait que, bon, je comprends pas trop. Il y a aussi le fait que, par exemple, on a besoin effectivement d'une mobilisation internationale, mais il y a aussi une lenteur bureaucratique, un manque de collaboration des acteurs locaux. Tu vois, on veut bien très souvent dire que
on a besoin d'aide internationale. Mais même au niveau local, très souvent, tu verras que les entreprises travaillent chacun de son côté. Tu vois, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de fusion d'expertise. C'est un peu rare, en fait, de voir ça. Tu vois. Donc, je trouve que, déjà qu'on ne nous aide pas forcément, on n'a que des promesses. Et si nous-mêmes on s'aide pas aussi, c'est un peu complexe, tu vois. Oui, non, je suis d'accord et je pense que le point que ces organisations et aussi nous-mêmes on doit réaliser, c'est que la coopération peut aussi être technologique. Ok, vous voulez pas donner de l'argent, ok, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aider autrement. Par exemple, transférer ces technologies pour aider l'Afrique à adopter des solutions qui sont durables. Il y en a qu'un qui a vraiment retenu mon attention, c'est Desert, sorry, to Power. C'est Oui. par la Banque africaine de développement et ils veulent transformer le Sahara en hub d'énergie solaire qui est capable de fournir de l'électricité à 250 millions de personnes. Mais le problème, encore une fois, c'est quoi? La logistique, la gouvernance, les infrastructures. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces pays-là ne réalisent pas que tu peux pas juste dire, ah, demain, il faut que l'Afrique puisse atteindre tant de pourcentage de couvrage en termes d'électricité, éolienne ou solaire. Non, parce qu'il faut commencer à zéro. Il faut que ça passe par modifier donc déjà les règles qu'on a en place, la gouvernance qu'on a en place et aussi par la suite gérer ces problèmes de logistique. On a par exemple le manque de capacité technique locale où ils vous disent non, oui, on va former pardon la population. La population n'est pas formée. Ils accompagnent juste la population à dire ok de faire ci, de faire ça, mais il y a aucun talent qui est retenu dans le pays même. Donc, pour faire la maintenance des équipements, bah, c'est zéro. Et on a vu tellement de situations comme ça, surtout dans le milieu pétrolier, se passer, où pendant 15 ans, le pays reçoit la promesse de recevoir, en fait, de la technologie de ses parts de pays internationaux. Mais après 15 ans, ils partent, tout tombe parce que l'équipe n'a pas été formée. Ou je prends le pire des situations, les conflits internes ou l'instabilité politique. Ça complique aussi, je suis d'accord, la mise en place de ces initiatives, mais je pense que le root du problème, c'est quoi? C'est que l'Afrique n'est toujours pas un partenaire égal dans ses propositions, ni dans ses conférences, ni rien du tout. Le dernier en Égypte, on aurait pu se dire, oui, c'est en Afrique, enfin, ils vont ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment, mais aucun engagement concret. C'était juste du blablabla, blablabla. Ni pour compenser les pertes, ni les dommages subis par les pays africains. Là, on a parlé des cyclones, des inondations, c'est des milliards et des milliards pour la reconstruction. Zéro. On n'en parle plus. Le pire pour moi, je sais pas pour toi, moi, la pire injustice que je vois, c'est que les grandes puissances industrielles qui ont causé ça, qui sont les responsables, ils veulent même pas adopter les mesures qu'on leur pose. Du coup, on fait comment? Là, c'est même plus question de oui, on finance parce que c'est notre faute. Non. Qu'on parle des États-Unis ou de la Chine, ils ne veulent même pas adopter les mesures qu'on leur donne. Donc, l'Afrique continue de subir de plus en plus. Et nous, bah, on a la voix la plus faible autour de ces agendas climatiques entre guillemets mondial, mais le mondial j'ai un peu du mal. Ça passe pas trop, je sais pas. Oui, mais de toutes les façons, je veux dire, parce qu'on a besoin d'eux quand même pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais c'est pour ça aussi, je pense que on a choisi ce sujet-là, tu vois, de parler de ça aujourd'hui. Parce que même moi, au départ, quand Aïcha a suggéré en fait le sujet et tout, je me suis dit, oui, vas-y, mais genre, je me sentais pas vraiment concernée, tu vois, par, par ça, véritablement, hein, mais pas parce que je suis climato-sceptique ou quoi que ce soit, pas du tout, mais au fur et à mesure, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, à chercher, à faire des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte à quel point on ne se rendait pas compte de l'urgence du problème. Tu vois. Et quand j'ai commencé petit à petit à lier tous les problèmes qu'on avait au quotidien dans différents pays d'Afrique, et j'ai commencé à lier ça au changement climatique, je me suis dit waouh.
il y a un véritable problème. Il faut vraiment que on puisse déjà donner la valeur, en fait, du poids à ce sujet-là et commencer à réfléchir dessus. Nous, notre génération et peut-être les générations futures, en fait, voir comment on va améliorer les choses. Donc, pour moi, je pense que déjà, c'est déjà pas mal déjà d'en parler. Et peut-être que sans forcément l'aide dont on a besoin, juste que les Africains déjà prennent conscience du problème, on peut déjà croire à des collaborations, tu vois, à certaines formes d'expertise pour limiter les dégâts, tu vois. C'est vrai ça, surtout la prise de conscience. Je pense que ça va être le plus gros problème. Moi, par exemple, personnellement, j'ai toujours été sensible à ce sujet parce que j'ai mon grand-père qui a des champs et qui lui-même est très sensible à ce sujet de faire attention, de faire des comparaisons de lui à son époque et à moi à mon époque et d'être forcément très touché par ce changement climatique et d'essayer d'encourager les gens autour de lui, de leur faire ouvrir les yeux. Ah, il faut peut-être qu'on change ça, qu'on agisse de cette manière, qu'on essaye de protéger, de faire telle initiative et d'avoir toujours cette réponse de ah, mais ça, c'est des conneries, c'est pas réel, c'est comme ça. Et de ressentir et de recevoir aussi son angoisse au quotidien de, ah oui, les gens, ils sont pas du tout conscients de ça. Genre, ils se couchent, ils dorment, et moi, je dors pas, parce que je m'imagine de comment la situation va s'empirer, et eux, ils sont là maintenant, non, c'est pas du tout le changement climatique, c'est rien. Je pense que le syndrome qui touche les Américains me touche aussi un peu de fait que bah on observe ce qui se passe, mais il n'y a pas la prise de conscience, je pense qu'il faut par rapport à ce sujet. Ça c'est sûr. Donc si on a pu poser notre petit édifice et en tout cas pousser certains d'entre vous à réfléchir plus face à ça, ou en tout cas même peut-être certaines personnes sont déjà en train de diriger leurs études vers ce sujet. J'ai été agréablement surprise d'avoir rencontré pas mal d'Africains qui faisaient des études qui étaient dirigées vers le changement climatique et sustainability. Du coup, dans certains côtés, ça me rend très fière de voir qu'en tout cas, il y a de plus en plus de jeunes qui ont conscience de ce problème, mais je pense qu'on peut et on doit faire mieux. Je me suis rendu compte vraiment que l'Afrique est vraiment à un carrefour critique face au changement climatique, véritablement. Et le continent doit non seulement s'adapter, mais aussi revendiquer vraiment son rôle de leader dans la recherche de solutions durables. Les initiatives locales, comme on a pu le voir en fait, et les innovations montrent que malgré les défis, l'Afrique peut vraiment transformer cette crise-là climatique en opportunité. Mais le problème, c'est qu'il est urgent d'agir ensemble. Il faut vraiment que les gouvernements, les institutions internationales et nous-mêmes les citoyens, en fait, on puisse se mettre ensemble et agir et soutenir, en fait, les communautés locales et les forums internationaux. Parce qu'il faut aussi être présent aux différentes, lors des débats, en fait, pour que nos voix portent. Donc, il faut amplifier les voix africaines dans les forums internationaux. Il faut aussi investir dans des solutions à long terme. C'est-à-dire maintenant, en tant que jeune Africain, lorsqu'on va prendre des décisions, demain, ce sera à nous potentiellement de construire nos maisons et tout ça. C'est de se dire, mais comment je construis avec une éthique écologique et tout. Pensez aussi à ça dans le choix des matériaux et tout ça. Parce que je pense que petit à petit, on pourra trouver quelque chose. On pourra mettre en place une manière de vivre, une manière de voir les choses. Parce que, pour moi, les personnes de génération avant nous ont plus ou moins déjà construit leur maison, ont plus ou moins déjà trouvé des solutions, en fait, pour pouvoir s'aider. Donc, c'est à nous, en fait, de commencer à à investir dans des solutions à long terme. Mais j'aimerais terminer sur ça, en fait, sur ce que Wangari Maathai, lauréate, du prix Nobel a dit. Elle a dit, nous sommes les gardiens de cette planète. Agissons maintenant, car chaque geste compte. De toute façon, nous, au niveau des gestes, on connaît déjà. La même bouteille de Fanta, la bouteille de Bissap demain, la bouteille de jus de passion demain. Nous, on sait comment on recycle, en fait. Nous,
le recyclage, on connaît. Mais malheureusement, on prend les pots cassés, en fait, de certaines actions à l'international, mais faut pas qu'on se laisse abattre et qu'il faut vraiment qu'on prenne les choses à cœur. L'Afrique, dans toute sa diversité et sa résilience, se trouve à un carrefour crucial face au défi mondial du changement climatique. Les manifestations tangibles sur le continent telles que les sécheresses, les inondations, la désertification qu'on a mentionnées rappellent l'urgence de la situation et le besoin de réponses adaptées. Mais au-delà des impacts physiques, on pense que ce sont les conséquences socio-économiques comme l'insécurité alimentaire et les migrations forcées qui exigent une attention particulière non seulement pour protéger les populations, mais aussi pour garantir un avenir durable. L'histoire climatique de l'Afrique est celle d'un combat constant, mais aussi d'une détermination exemplaire. On a vu que le continent ne se contente pas de subir. Il innove, il s'adapte et il construit des solutions pour les générations futures. Et ce voyage, bien que semé d'obstacles, est une preuve que l'Afrique est non seulement une victime du changement climatique, mais aussi un acteur clé dans la recherche de solutions durables pour l'humanité tout entière. Voilà, j'espère que cet épisode-là a pu vous ouvrir les yeux sur la situation du changement climatique en Afrique. Et si jamais vous voulez vraiment approfondir ce sujet-là, les DM sont ouverts, les commentaires sont ouverts et on se retrouve pour un prochain épisode. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Fi du fofu du fi talkamine la wai. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talkamine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talkamine.